Julian Pesina. Ces officiers, chargés de faire respecter la justice, ont au contraire succombé à la corruption et se sont retrouvés mêlés à de dangereuses organisations criminelles. Mais que se passe-t-il lorsque les criminels qu'ils protégeaient se retournent contre eux? Rejoignez-nous pour découvrir les histoires choquantes de flics corrompus qui ont subi le châtiment ultime de la part des criminels qu'ils servaient auparavant. Tout d'abord, nous avons le cas de Julian Pesina, un flic ripou qui a vécu une double vie et qui a finalement été puni pour cela. C'était une soirée apparemment ordinaire, le 4 mai 2014, devant la boutique de tatouage et de piercing Notorious Inc. à Balcones Heights. L'officier Julian Pesina, membre respecté de la police de Balcones Heights, avait une vie secrète que peu de gens connaissaient. Il était profondément impliqué dans la célèbre mafia mexicaine du Texas, une organisation criminelle puissante et impitoyable. Ce soir-là, Pesina devait rencontrer Jerry Spooks Hidrogo, un autre membre du gang. Le but de leur rencontre n'était pas de se retrouver entre amis, mais plutôt d'effectuer une transaction devenue habituelle. Pesina devait payer sa taxe hebdomadaire, ou DIM, à la mafia mexicaine du Texas pour son implication dans la vente de drogue. Pesina était loin de se douter que cette rencontre prendrait une tournure sombre et mortelle. Alors qu'il s'approche de la voiture blanche où Hidrogo l'attend, deux hommes masqués, armés d'un fusil de chasse et d'un pistolet, sortent de l'ombre. Sans crier gare, ils ouvrent le feu sur Pesina, leurs balles déchirant l'air nocturne. Ce meurtre, qui s'apparente à une exécution, a provoqué une onde de choc dans la communauté. Mais ce qui a rendu ce crime encore plus effrayant, c'est que Pesina portait son uniforme de police de Balcones Heights, cachant ainsi sa véritable identité d'officier corrompu. La collision des deux vies de Pesina, l'une en tant qu'agent respecté des forces de l'ordre et l'autre en tant que membre de la mafia mexicaine du Texas, était une recette pour un désastre. Selon les dossiers du tribunal fédéral, Pesina avait prétendu être un membre du gang qui ne s'était pas présenté aux autorités depuis 6 ans. Cependant, au cours de l'un de ses trafics de drogue, sa véritable identité de flic a été révélée. Cette révélation a déclenché une série d'événements qui ont conduit à sa mort prématurée. Alors que Pesina continuait à vendre de la drogue et à payer ses sous au gang, ses collègues policiers ont commencé à se méfier de ses activités. L'officier Kenneth Ortiz, préoccupé par les liens de Pesina avec la mafia mexicaine du Texas, en a fait part au chef de la police de Balcones Heights de l'époque, Henry Dominguez. Cependant, Dominguez n'a pas tenu compte de ces inquiétudes, ignorant que le FBI menait une enquête sur les relations douteuses de Pesina. À l'insu de Pesina, le FBI a installé des caméras de surveillance secrètes pour suivre ses moindres faits et gestes. Il se rapprochait de lui, prévoyant de procéder à une arrestation qui mettrait fin à ses activités criminelles. Malheureusement, le destin en a voulu autrement. La semaine du meurtre de Pesina, les plans du FBI ont été brusquement interrompus, car la rencontre fatale a eu lieu avant qu'ils ne puissent l'appréhender. Le meurtre choquant de l'officier Julian Pesina a provoqué une onde de choc dans la communauté et a révélé le monde dangereux et complexe des flics corrompus et des organisations criminelles. Mais ce n'était que le début de l'histoire. Après le meurtre choquant de Julian Pesina, l'enquête sur sa double vie a commencé à démêler les chevaux de corruption et de tromperie qu'il avait accaparés. Alors que la mafia mexicaine du Texas pensait avoir réduit Pesina au silence pour toujours, elle ignorait que les forces de l'ordre, dont le FBI, s'étaient rapprochées de lui. La semaine du meurtre de Pesina devait être celle de son arrestation, mais la violente rencontre a mis fin à leur plan. Au cours de l'enquête sur le meurtre de Pesina, les images de surveillance du FBI sont devenues un élément de preuve crucial. Elles ont révélé la vérité choquante de la double vie de Pesina, en montrant son implication dans la mafia mexicaine du Texas et l'étendue de ses activités criminelles. Les images ont non seulement confirmé ses liens avec le gang, mais elles ont également révélé la corruption qui avait infiltré le service de police de Balcones Heights. L'enquête du FBI a révélé que Pesina avait prétendu être un membre de la mafia mexicaine du Texas qui ne s'était pas présenté au gang depuis 6 ans. Pour tenter de regagner les faveurs du gang, Pesina avait commencé à vendre de la drogue et à payer ses sous aux chefs du gang, Jerry Hidrogo et Ruben Reyes. Cependant, au cours de l'un de ces trafics, la véritable identité de flic de Pesina a été révélée, déclenchant une série d'événements qui allèrent finalement le conduire à sa perte. Jerry Spooks Hidrogo, le conducteur de la voiture blanche le jour du meurtre, était non seulement responsable de l'organisation du coup, mais il a également admis le meurtre d'un autre membre de la mafia mexicaine du Texas qui n'avait pas remis le produit de la drogue à l'organisation. Hidrogo, qui risquait une réduction de peine, a accepté de témoigner contre ses complices, Alfredo Fredilo Cardona et Jesse J. Santibanez. Au cours du procès, des révélations choquantes ont été faites. Ruben menace Reyes, membre haut placé de la mafia mexicaine du Texas, a plaidé coupable d'avoir commandité l'assassinat de Pesina. Reyes avait des antécédents de violence, ayant tué d'autres membres de la Texas Mexican Mafia par le passé. En 2016, il a été condamné à 5 peines de prison à perpétuité consécutive. Cardona et Santibanez, les deux hommes qui ont tendu une embuscade à Pesina devant son salon de tatouage, ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à la prison fédérale à perpétuité.
La procédure judiciaire a révélé la planification méticuleuse du meurtre, y compris l'étude des habitudes de Pesina et le creusement d'un trou pour l'enterrer. L'arrestation de ces individus a non seulement permis de rendre justice à Julian Pesina, mais a également mis en lumière l'influence dangereuse et considérable de la mafia mexicaine du Texas. Le choix du gang de faire de San Antonio sa capitale et sa capacité à manipuler et à contraindre des individus, y compris des agents des forces de l'ordre, ont mis en évidence l'étendue de son entreprise criminelle. Genaro Garcia Luna. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas choquant de Genaro Garcia Luna, l'ancien secrétaire à la sécurité publique du Mexique, qui était autrefois considéré comme un symbole d'espoir dans la lutte contre les cartels de la drogue. Cependant, derrière sa façade d'homme de loi, Garcia Luna était impliqué dans un réseau de corruption qui l'a finalement conduit à sa perte. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans l'histoire incroyable d'un flic véreux qui a non seulement trahi son devoir, mais a également accepté des millions de dollars de pots de vin de la part du célèbre cartel de Sinaloa. Le parcours de Genaro Garcia Luna, d'agent prometteur des forces de l'ordre à personnage corrompu, au cœur de la guerre de la drogue au Mexique, est une histoire de pouvoir, d'ambition et de trahison. Né au Mexique, Genaro Garcia Luna a d'abord manifesté un vif intérêt pour le maintien de l'ordre et s'est consacré à la lutte contre la criminalité. Sa carrière a commencé à prendre forme lorsqu'il a été nommé à la tête de l'Agence fédérale d'investigation du Mexique, AFI, de 2001 à 2005. Au cours de son mandat à l'AFI, M. Luna s'est fait connaître pour sa fermeté face à la criminalité et sa poursuite sans relâche des cartels de la drogue. Ses efforts ont attiré l'attention de hauts fonctionnaires et, en 2006, il a été nommé secrétaire à la sécurité publique, le poste le plus élevé dans le domaine de l'application de la loi au Mexique. En tant que secrétaire à la sécurité publique, Luna contrôle la police fédérale mexicaine, ce qui lui confère un pouvoir et une influence immense dans la lutte contre le trafic de drogue et la violence. Il était considéré comme une lueur d'espoir dans un pays en proie à la violence des cartels et à la corruption. L'arrivée au pouvoir de Luna a coïncidé avec une période d'intense violence liée à la drogue au Mexique, les cartels se battant pour le contrôle des routes lucratives de la drogue. Luna s'est présenté comme un fonctionnaire dévoué, s'engageant à démanteler les cartels de la drogue et à rétablir la paix et la sécurité au Mexique. Il a mis en œuvre diverses stratégies et initiatives pour lutter contre le trafic de drogue, notamment le déploiement de forces de police fédérales dans les points névralgiques des cartels et la mise en place de partenariats d'échange de renseignements avec les organismes internationaux chargés de l'application de la loi. Cependant, en coulisses, les véritables intentions de Luna étaient loin d'être nobles. À l'insu du public, il avait succombé aux tentations de la corruption et de la cupidité. L'attrait d'une richesse et d'un pouvoir immense s'est avéré trop fort, et Luna a commencé à accepter des pots de vin du cartel de Sinaloa, l'un des cartels de la drogue les plus célèbres et les plus puissants du Mexique. Le cartel de Sinaloa, dirigé par le tristement célèbre baron de la drogue, Joaquín El Chapo Guzmán, a vu une opportunité dans la position d'autorité de Luna. Ils ont compris que le fait d'avoir à leur côté un haut responsable des forces de l'ordre leur offrirait une protection inestimable et des informations privilégiées. En échange de sa coopération, Luna a reçu des millions de dollars de pots de vin de la part du cartel. Grâce au soutien financier du cartel, l'influence et le contrôle de Luna sur les forces de l'ordre se sont accrus de façon exponentielle. Il s'est servi de sa position pour faciliter le passage des cargaisons de drogue du cartel de Sinaloa, en veillant à ce que les marchandises illicites arrivent à destination sans interférence de la part des cartels rivaux ou des services de détection et de répression. Luna a également fourni des informations sensibles sur les enquêtes en cours concernant le cartel, ce qui a permis à ce dernier d'échapper à la capture et de poursuivre ses activités criminelles. L'étendue de la corruption de Luna était choquante. D'anciens membres de haut rang du cartel de Sinaloa ont témoigné que la police fédérale de Luna servait de garde du corps et d'escorte aux membres du cartel, les autorisant même à porter des uniformes et des badges de police. Ils ont décrit comment les agents de Luna déchargeaient les cargaisons de cocaïne des avions à l'aéroport de Mexico et les livraient directement au cartel. Les pots de vin reçus par Luna étaient souvent payés en devises américaines, des liasses de 10 000 $ étant glissées dans des valises, des mallettes et des sacs de sport. Les montants ont augmenté au fil du temps, à mesure que le cartel de Sinaloa gagnait en puissance et en influence, en partie grâce à l'aide de Luna. Les pots de vin ont été remis à Luna en divers endroits, notamment dans une planque de Mexico, une station de lavage de voitures à Guadalajara, et même un restaurant français de Mexico situé juste en face de l'ambassade des États-Unis. La richesse et l'influence de Luna se sont accrues en même temps que le danger qu'il représentait pour la sécurité nationale. Ces actions ont compromis la sécurité des citoyens mexicains et des forces de l'ordre américaines qui comptaient sur la coopération et l'échange d'informations avec leurs homologues mexicains.
La trahison de Luna envers son devoir et son pays a créé un environnement de travail dangereux pour ceux qui luttent contre le trafic de drogue et la violence. Luna était loin de se douter que sa toile de corruption finirait par s'effilocher, entraînant sa chute et la révélation de ses activités criminelles. La toile de corruption que Genaro Garcia Luna avait tissée autour de lui a fini par s'effilocher, donnant lieu à un procès qui allait mettre au jour ses crimes déplorables et le traduire en justice. Les preuves présentées au cours du procès ont dressé un tableau accablant de l'implication de Luna dans le cartel de Sinaloa et de sa trahison de son devoir en tant que secrétaire à la sécurité publique. Les preuves présentées au cours du procès n'ont laissé aucun doute sur l'implication de Luna dans les activités criminelles du cartel de Sinaloa. Il est apparu clairement que Luna avait non seulement trahi son devoir de secrétaire à la sécurité publique, mais qu'il avait également compromis la sécurité nationale en divulguant au cartel des informations sensibles relatives à l'application de la loi. Ces informations ont permis au cartel d'échapper à la détection et de lancer des attaques contre des trafiquants rivaux. Genaro Garcia Luna a été reconnu coupable des 5 chefs d'accusation d'un nouvel acte d'accusation. Les chefs d'accusation comprenaient la participation à une entreprise criminelle continue, le complot de distribution internationale de cocaïne, le complot de distribution et de possession avec l'intention de distribuer de la cocaïne, le complot d'importation de cocaïne et les fausses déclarations. Lors de sa condamnation, Luna encourait une peine minimale obligatoire de 20 ans d'emprisonnement et une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. La sévérité de la peine reflétait la gravité de ses crimes et l'immense préjudice qu'il avait causé tant au Mexique qu'aux États-Unis. La déchéance de Luna était complète, puisqu'il est passé du statut de plus haut responsable de l'application de la loi au Mexique à celui de criminel condamné. Mike Dowd. Ensuite, nous plongerons dans le monde sombre et corrompu des forces de l'ordre en découvrant l'histoire choquante de Michael Dowd, un ancien officier de la police de New York, NYPD, qui est devenu l'un des flics ripoux les plus célèbres de l'histoire. L'histoire de Dowd est celle de la trahison, de la cupidité et de la chute finale aux mains des criminels, même qu'il protégeait auparavant. Rejoignez-nous pour explorer les profondeurs de la corruption de Dowd et l'incroyable coup du sort qui l'a conduit à être puni par les criminels avec lesquels il était de connivence. Avant la corruption et le scandale, Michael Dowd était un jeune homme ordinaire qui rêvait de changer le monde. Né le 10 janvier 1961 à Brooklyn, New York, Michael Dowd a grandi à Brentwood, Long Island, dans un quartier essentiellement peuplé de familles de policiers et de pompiers. Personne ne se doutait que cette éducation apparemment idyllique façonnerait le parcours de Dowd, qui allait devenir l'un des policiers les plus corrompus de l'histoire. Le parcours de M. Dowd, dans le domaine de l'application de la loi, a commencé lorsqu'il a obtenu son diplôme de l'Académie de police de la ville de New York en 1982. Animé par le désir de protéger et de servir, il a d'abord été affecté à un commissariat du Queens, dans l'État de New York. C'est là que Dowd a perfectionné ses compétences en tant que jeune officier, acquérant une expérience précieuse et gagnant le respect de ses collègues. Le dévouement et l'engagement de Dowd ne sont pas passés inaperçus. Après 1 an et demi dans le Queens, il est réaffecté à la 75e circonscription de East New York, à Brooklyn. Ce commissariat, connu pour son taux de criminalité élevé et son environnement difficile, deviendra la toile de fond de la descente de Dowd dans la corruption. Alors que Dowd s'installe dans sa nouvelle fonction, il se retrouve rapidement pris dans le réseau de corruption qui gangrène le commissariat. L'attrait de l'argent facile et du pouvoir qui l'accompagne est trop tentant pour que Dowd puisse y résister. Lentement mais sûrement, il a commencé à succomber au côté obscur de l'application de la loi. L'implication de Dowd dans des activités criminelles s'est intensifiée au fil du temps. Il a conspiré avec des trafiquants de drogue pour distribuer de la cocaïne, leur fournissant des informations privilégiées et les protégeant des forces de l'ordre. La position de Dowd, en tant qu'officier de police, lui donnait accès à des informations sensibles, qu'il exploitait à des fins personnelles. Il informait les trafiquants de drogue des raids à venir, ce qui leur permettait de s'échapper et de poursuivre leurs activités illicites. Mais la corruption de Dowd ne s'est pas arrêtée là. Il est allé jusqu'à fournir aux trafiquants de drogue des armes et des badges, brouillant ainsi les frontières entre l'application de la loi et la criminalité. Les outils même destinés à faire respecter la justice étaient désormais utilisés pour favoriser ses propres activités illicites. Les actions de Dowd ne se limitaient pas aux crimes liés à la drogue. Il est choquant de constater qu'il a également été impliqué dans un projet d'enlèvement d'une femme dans le Queens, un crime qui aurait causé d'immenses dommages et souffrances. En outre, Dowd a été reconnu coupable d'avoir volé de la nourriture destinée aux nécessiteux dans une église, ce qui a encore mis en évidence la profondeur de sa dépravation morale. Le règne de la corruption orchestré par Michael Dowd a pris fin en 1992.
Après des enquêtes approfondies menées par la police du comté de Suffolk, la DEA et les affaires internes de la police de New York, Michael Dowd a été arrêté et inculpé de racket et de conspiration en vue de distribuer des stupéfiants. Ce policier autrefois respecté était devenu un symbole de trahison et de corruption. Dowd était loin de se douter que son arrestation marquerait le début d'un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qui le conduirait finalement à être puni par les criminels mêmes qu'il avait autrefois protégés. Après son arrestation en 1992, M. Dowd a dû mener une bataille juridique longue et ardue. Les preuves contre lui étaient accablantes et il a finalement été reconnu coupable de racket et d'association de malfaiteurs en vue de la distribution de stupéfiants. Le système judiciaire avait rattrapé le ripou et il était temps pour lui de faire face aux conséquences de ses actes. Dowd a été condamné à 16 ans de prison, une peine qui reflète la gravité de ses crimes. À sa sortie de prison, après avoir purgé 12 ans et 5 mois de sa peine, Dowd a entamé un nouveau chapitre de sa vie. Il est devenu une figure recherchée dans les médias, apparaissant dans des podcasts, des périodiques et des programmes de radiodiffusion pour partager son histoire et offrir un aperçu du monde de la corruption et de la rédemption. Iván Reyes Arzate. Iván Reyes Arzate, autrefois membre respecté de l'unité d'enquête sensible de la police fédérale mexicaine, a pris un tournant sombre lorsqu'il a accepté un pot de vin d'un célèbre cartel de la drogue. En échange d'informations confidentielles et d'une aide au trafic de drogue, Reyes Arzate a volontairement trahi son serment et la confiance de ses collègues policiers. Mais comme le dit le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Dans un revirement choquant, Iván Reyes Arzate a finalement été puni pour ses actions corrompues. Dans la ville tentaculaire de Mexico, le jeune Iván Reyes Arzate rêvait de faire la différence dans le monde. La carrière d'Iván Reyes Arzate au sein de la police fédérale mexicaine a débuté en 2003, lorsqu'il a été engagé en tant qu'officier dévoué. Son engagement et son dévouement au travail ont rapidement attiré l'attention de ses supérieurs et il a été affecté à la prestigieuse unité d'enquête sensible, également connue sous le nom de SIU, Sensitive Investigative Unit. Cette unité est chargée de lutter contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles qui menacent la sécurité et le bien-être du peuple mexicain. Au fil des ans, Iván s'est révélé être un atout inestimable pour le SIU. Ses compétences pointues en matière d'enquête, sa détermination inébranlable et sa capacité à travailler en toute transparence avec les services répressifs américains lui ont valu le respect et l'admiration de ses collègues. En 2008, Iván a été nommé commandant de la SIU, ce qui fait de lui l'officier le plus gradé de l'unité et le principal point de contact pour l'échange d'informations entre les forces de l'ordre américaines et mexicaines affectées à la SIU. En tant que commandant du SIU, Iván Reyes Arzate a joué un rôle crucial dans la coordination des enquêtes conjointes entre les services répressifs mexicains et américains. Il a travaillé sans relâche pour démanteler les réseaux de trafic de drogue, perturber les opérations de blanchiment d'argent et traduire les criminels en justice. Son dévouement à la cause lui a valu les éloges et la reconnaissance de ses pairs, tant au Mexique qu'à l'étranger. Mais en coulisses, une facette plus sombre d'Iván Reyes Arzate commence à émerger. L'attrait du pouvoir et de l'argent s'est avéré trop tentant pour cet officier de police autrefois idéaliste. Vers novembre 2016, alors qu'il participait à une enquête conjointe sur El Seguimiento 39, un cartel basé au Mexique, Iván Reyes Arzate a pris une décision fatidique qui allait ternir à jamais sa réputation. Lors d'une réunion avec les dirigeants d'El Seguimiento 39, Iván a trahi son serment et la confiance de ses collègues policiers. Il a partagé des informations confidentielles sur l'enquête en cours de la police américaine et, en échange, a accepté un énorme pot de vin de 290 000 $. À ce moment-là, Iván Reyes Arzate s'est trouvé mêlé aux criminels même qu'il avait juré de faire tomber. Iván était loin de se douter que ses actes ne passeraient pas inaperçus. Des enquêteurs américains, déterminés à faire respecter l'état de droit et à démanteler les organisations criminelles, ont découvert le pot de vin et sont immédiatement passés à l'action. Les conséquences de la trahison d'Iván seraient graves, non seulement pour son propre avenir, mais aussi pour la confiance et l'intégrité de l'ensemble de la communauté des forces de l'ordre. À mesure que l'implication d'Iván Reyes Arzate dans le cartel de la drogue s'intensifie, les conséquences de ses actes commencent à se faire jour. À son insu, les enquêteurs américains, qui travaillent sans relâche au démantèlement des réseaux de trafiquants de drogue, ont surveillé de près ses activités. Les informations qu'il avait partagées avec les dirigeants du cartel n'étaient pas passées inaperçues et les autorités se rapprochaient. Dans le cadre d'une opération rapide et calculée, les services répressifs du Mexique et des États-Unis ont cherché à appréhender Iván Reyes Arzate. Ce commandant de police autrefois respecté s'est retrouvé du mauvais côté de la loi, confronté aux conséquences mêmes qu'il avait aidé d'autres personnes à éviter pendant si longtemps. En janvier 2020, Iván Reyes Arzate a été arrêté et placé en détention. L'arrestation d'un officier de haut rang a mis en lumière l'omniprésence de la corruption au sein du système. Elle rappelle brutalement que personne, quelle que soit sa position, n'est à l'abri des conséquences de ses actes.
Les procédures judiciaires qui ont suivi ont été suivies de près par le public et les médias. En octobre 2021, Iván Reyes Arzate comparaît devant le tribunal et plaide coupable de participation à un complot de trafic de drogue. Le poids de sa trahison et le préjudice causé par ses actes sont mis à nu. Le juge de district des États-Unis, Brian McCogan, a présidé l'affaire et prononcé la sentence. Reconnaissant la gravité des actes d'Ivan et la nécessité d'une dissuasion, le juge Cogan l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement. Il s'agit d'un message sévère adressé à ceux qui abuseraient de leur position de pouvoir et d'un rappel que la loi ne tolère pas la corruption. La condamnation d'Iván Reyes Arzate a marqué une victoire importante pour les forces de l'ordre et un pas en avant vers le rétablissement de la confiance du public. Elle a démontré que personne n'était au-dessus de la loi, quel que soit son rang ou son influence. John Connolly. Dans les années 1970, John Connolly a commencé sa carrière en tant qu'agent du FBI, se consacrant à la défense de la justice et à la lutte contre le crime. Personne ne se doutait qu'il succomberait bientôt à l'attrait du pouvoir et de l'argent. La chute de Connolly a commencé lorsqu'il a croisé le chemin de James Whitey Bulger, le tristement célèbre chef du gang de Winter Hill, une organisation criminelle impitoyable opérant à Boston. Préparez-vous à explorer la montée de la corruption, l'alliance impie entre Connolly et Bulger, et le réseau de corruption qui les a pris tous les deux au piège. Dans les rues sordides de Boston, un jeune garçon nommé John Connolly a grandi avec des rêves de justice et le désir de changer les choses. Enfant, Connolly admire son voisin, William Bulger, de 6 ans son aîné. Il admire l'intelligence, le charisme et les qualités naturelles de leader de William. Cependant, ce n'est qu'à l'âge de 8 ans que Connolly a rencontré le frère aîné de William, Jimmy, connu sous le nom de Whitey, en raison de ses cheveux d'un blanc éclatant. Des années plus tard, l'admiration de Connolly pour les frères Bulger se concrétisera lorsqu'il rejoindra le Federal Bureau of Investigation, FBI. Après avoir fréquenté le Boston College et la faculté de droit de l'université Suffolk, Connolly s'est lancé dans une carrière dans le maintien de l'ordre. Encouragé par William Bulger, il rejoint le FBI en octobre 1968, prêt à faire la différence dans sa communauté. Les premières années de Connolly au sein du FBI l'ont amené à travailler dans différents bureaux locaux, notamment à Baltimore, San Francisco et New York. Cependant, il souhaitait ardemment retourner à Boston, sa ville natale, pour se rapprocher de son père malade. En 1973, le souhait de Connolly s'est réalisé lorsqu'il a été transféré au bureau de Boston, situé dans l'emblématique bâtiment fédéral John F. Kennedy. C'est à cette époque que l'implication de Connolly dans le crime organisé a commencé à prendre forme. En tant que membre de la brigade du crime organisé du FBI, il a enquêté sur les activités de diverses organisations criminelles, dont le gang de Winter Hill dirigé par Whitey Bulger. Les liens de voisinage de Connolly et ses rencontres antérieures avec les frères Bulger lui ont conféré un avantage unique dans la collecte d'informations et l'établissement de relations avec les informateurs. Le rôle de Connolly, en tant que responsable du FBI pour Bulger et son associé, Stephen Flemmi, a rapidement évolué vers quelque chose de plus sinistre. Au lieu de les traduire en justice, Connolly a commencé à les protéger contre les poursuites. Il a fourni à Bulger des informations confidentielles sur les enquêtes en cours, permettant ainsi au cerveau du crime d'échapper à la capture et de poursuivre son règne de terreur. Connolly était loin de se douter que ses actions le conduiraient sur la voie de la corruption et de la trahison. L'implication de John Connolly dans les affaires de James Whitey Bulger et de Stephen Flemmi s'est intensifiée, tout comme le réseau de corruption qui l'a piégé. La position de Connolly, en tant que responsable du FBI, lui donnait accès à des informations sensibles et le pouvoir de les protéger contre les poursuites judiciaires. Au lieu de faire respecter la loi, il est devenu un acteur clé de leurs activités criminelles. Le rôle de Connolly en tant que responsable du FBI était de recueillir des informations sur le crime organisé et de traduire les criminels en justice. Cependant, il a abusé de sa position en informant Bulger et Flemmi des enquêtes en cours, ce qui leur a permis d'échapper à la capture et de poursuivre leur règne de terreur. Il est devenu leur protecteur, leur fournissant des informations confidentielles et falsifiant des rapports du FBI pour couvrir leurs crimes. L'alliance corrompue entre Connolly, Bulger et Flemmi allait au-delà du simple partage d'informations. Connolly a accepté des pots de vin de la part des criminels, compromettant encore davantage son intégrité et alimentant sa descente dans la corruption. En échange de sa loyauté, il a reçu de somptueux cadeaux et des récompenses financières, menant une vie de luxe tout en trahissant le serment même qu'il avait juré de respecter. La protection accordée par Connolly à Bulger et Flemmi a permis au gang de Winter Hill d'opérer en toute impunité pendant des années. Des agents de l'État et des autorités fédérales ont tenté d'emprisonner Bulger pour sa participation à divers crimes, notamment des meurtres, des extorsions et des trafics de stupéfiants. Cependant, leurs efforts ont été constamment contrecarrés par les actions de Connolly, qui a protégé les criminels de toute poursuite.
L'ampleur de la corruption de Connolly est devenue évidente lorsqu'il a été inculpé le 22 décembre 1999. Il était notamment accusé d'avoir alerté Bulger et Flemmi au sujet d'enquêtes, d'avoir falsifié des rapports du FBI et d'avoir accepté des pots de vin. L'acte d'accusation a révélé la vérité choquante sur l'implication de Connolly avec les criminels qu'il était censé traduire en justice. En 2000, Connolly a fait l'objet d'accusations supplémentaires liées au racket, ce qui a encore renforcé le dossier à son encontre. Les preuves présentées lors de son procès ont dressé le portrait accablant d'un agent du FBI autrefois respecté, devenu un complice corrompu. Le jury l'a reconnu coupable en 2002 et l'a condamné à 10 ans de prison fédérale. Mais les ennuis judiciaires de Connolly ne se sont pas arrêtés là. En 2008, il a été accusé de meurtre au second degré en Floride pour son rôle dans l'assassinat de John B. Callahan et le meurtre de Roger Wheeler. Le procès a révélé la profondeur de l'implication de Connolly avec Bulger et Flemmi et les conséquences de ses actions corrompues. Il a été reconnu coupable et condamné à 40 ans de prison supplémentaire. La chute de John Connolly nous rappelle brutalement les dangers de la corruption et l'impact dévastateur qu'elle peut avoir sur la vie des corrompus et de leurs victimes. La fin de cette histoire glaçante de flics ripoux qui ont été punis par des criminels nous laisse songeurs. Chaque cas nous rappelle brutalement que la frontière entre les forces de l'ordre et la criminalité est floue. Pour d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes affichées sur votre écran et je vous attendrai de l'autre côté.